trouve à Tchassiviar. Depuis 3 ans depuis la guerre en Ukraine. On poursuit là, sur les dernières avancées russes à Tchassiviar sur le front de Pokrovsk. Et pour nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à vous procurer notre magazine, car sans vous, eh bien, notre travail est tout simplement impossible. Il y a quand même une chose qu'il faut voir avec Mayotte, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est nous avec 5 ans d'avance, enfin c'est le reste de la France avec 5 ou 10 ans d'avance, on va dire, voilà, on va garder une fourchette basse. Le fait, par exemple, on parlait de l'école tout à l'heure. Quand moi j'ai fait un reportage à Mayotte il y a 2-3 ans, les écoles sont gardées par des compagnies de gendarmerie pour qu'elles ne soient pas attaquées. Elles ressemblent à des prisons. Et vous parlez de la question du chemin de l'école. Sur le chemin de l'école, vous pouvez vous faire dépouiller par des barrages improvisés, par des bandes qui, parfois vous laissent en vie, parfois vous passent à la machette. Donc voilà, là, on est sur un trafic de nationalité parce qu'en effet, il y a cette submersion. On a l'impression que cette petite île qui est très loin de chez nous, qui est département français, eh bien, quelque part préfigure de ce que pourrait être, de ce que pourrait devenir, avec un ensauvagement total, notre société dans quelques années. Si on continue d'ailleurs à ne pas maîtriser nos flux migratoires, puisque on est quand même encore dans des 400, 500 000 immigrés en plus par an, des régularisations aussi, qui ne veulent pas dire intégration. Et bref, on se retrouve avec... et Mayotte, quelque part, nous dit quelque chose. Et c'est peut-être inexact de dire qu'il n'y a pas d'homme politique. Quand vous voyez comment se débat Estelle Youssoufa, par exemple, pour son île, pour expliquer quand elle est face justement à l'Assemblée nationale à des gens comme Raphaël Arnaud qui ne veulent pas voir le danger de l'immigration, ne veulent pas voir les conséquences que ça peut avoir. Et là où on se rend compte, c'est que ça va de l'école jusqu'à l'administration. Et vous avez parlé d'assimilation. Nous ne savons pas les circonstances du meurtre de Louise. Malgré tout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a des mamans, des mères de famille, des pères de famille qui nous regardent et autour de ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? On écoutait la ministre de l'Éducation qui tentait de rassurer les parents alors que ces mots se perdent dans le sable aujourd'hui. Oui, alors c'est une belle formule. Je pense que si jamais on se met en position de parents, c'est insoutenable et on va être débordé par l'émotion. Moi, je vais faire un pas de côté pour ne pas mettre là-dedans, parce que c'est vrai que je ne peux pas résister, comme tous les gens, je pense, qui vont au collège aujourd'hui. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit ce matin, c'est sur la culpabilité collective. Moi, je la rejette catégoriquement. Je pense à Lino Ventura, qui avait déjà eu une intervention là-dessus il y a très longtemps. Moi, je ne suis pas responsable de ça, hein, pas du tout. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire bouger les choses, hein, des gens qui connaissent l'évolution de la violence en France, des gens qui l'ont analysé, qui ont donné des chiffres, qui ont donné des preuves, qui ont proposé des solutions. Et ces gens-là, on ne les écoute pas. Pourquoi on a eu une intervention quand même très légère de la ministre de l'Éducation nationale ? C'est quand même la moindre des choses, ça a été de dire sa compassion à la famille, et tout de suite après, elle a donné son point de vue sur le droit du sol. Je veux dire, elle est ministre de l'Éducation nationale. Elle n'est pas première ministre, si vous voulez. Moi, ça m'interroge. Elle ne l'est plus, ouais. La question, si vous voulez, je pense qu'elle aurait pu s'abstenir. Le président de la République, la moindre des choses, ça serait peut-être qu'il enlève cette vidéo ridicule qu'il a faite au moment même où l'enfant était en train de se faire l'air des coups de couteau. Enfin, moi, je suis sidérée. Je ne comprends même pas comment on peut avoir un président de la République qui ridiculise. Je veux dire, le président il y a eu de la beaucoup de réactions. Il représente la Philippe France. de Villiers, d'ailleurs, a réagi rapidement. Il a réagi très bien, Philippe de Villiers, en disant que c'était des simagrées, parce que c'est un adolescent qui réagit comme ça. C'est pas un président de la République. Je veux dire, il porte l'image de la France. Il nous représente tous. Au moment où Louise est lardée de couteaux, il publie ça. Je veux dire, il l'enlève pas. Je sens en colère, hein, avec beaucoup d'émotions. Je trouve ça... Oui. Je trouve ça... Je voudrais écouter Sophie, s'il vous plaît, puis c'est à vous. Scandaleux. J'ai honte. Moi, j'ai honte que ce soit le président de la République quand il fait ça. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte pour moi, j'ai honte pour la France. Et ce que je voudrais dire également, c'est que le fait qu'aujourd'hui, en France, la priorité soit à tout, sauf aux problèmes des Français, est un scandale absolu. Et là, ce drame affreux nous ramène toujours. Et il y a 15 jours, c'était Elias. Il y a 2 jours, c'était la rixe sur les terrains de foot. Je veux dire, le sujet, c'est la violence. Alors, j'ai entendu, on va faire un sommet de la violence.
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire. Et un plan couteau, oui. Voilà. Il y a un problème de faute éducative parentale sur une partie de la population des parents qu'on connaît très bien et qu'on sait, à la fois on a les preuves, on a les chiffres. Donc là, il faut quand même faire quelque chose. Les Français, si on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on responsabilise les parents au porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on enlève les aides des parents d'enfants qui ont des actes de délinquance graves, les Français sont très majoritairement d'accord. On ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, la politique ne fait pas ce que le peuple lui demande de faire. La politique, aujourd'hui, c'est des VRP de leurs idées. Ils n'agissent pas dans l'intérêt du peuple. Le peuple leur dit « stop, on a peur ». Et je suis désolée, moi je suis parent d'enfants, notamment une fille qui a 18 ans, mais ça fait presque 10 ans, et majoritairement depuis 5 ans, où tous et toutes, parents d'enfants de ces âges-là, on ne les laisse plus jamais sortir tout seuls, on leur interdit d'aller à des fêtes où nous, on allait, on les piste partout. J'entends, on va pister les enfants. Non, mais est-ce que... Moi, je voudrais juste qu'on fasse, là encore, un autre pas de côté, et on va s'interroger une seconde sur la vie de nos enfants. Nos enfants qui avancent dans la peur dès l'école primaire. Ils sont terrorisés. D'un côté, on leur dit qu'ils vont être discriminés. Alors, si tu es une fille, tu es discriminée. Et puis, tout le monde est discriminé. Donc, c'est ce que vous expliquez ce matin, la politique de l'individualisme, de la différence. Voilà. On ne te reconnaît que par ta différence et parce que tu es différente, tu es discriminée. Donc, de toute façon, tu vas avoir des difficultés. Il faut voir l'état d'esprit. La planète se meurt. Okay, et en plus, il ne faut pas trop que tu bouges parce qu'on ne sait jamais. Tout est un espace de danger. Je vous dis clairement, on est en train de préparer une génération de névrosés, d'enfants malades, parce qu'on est incapable de leur apporter le premier besoin d'un enfant. Ça, c'est également prouvé, démontré. Le premier besoin d'un enfant, c'est un espace sécurisé. Évidemment, la sécurité. Ouais. Régis, vous parliez aussi... Alors, c'est vrai qu'on prend nos expériences personnelles aussi à témoin, si je puis dire. Mais sur le cas de la petite Louise, je vais vraiment revenir là-dessus. Parce que c'est le moment où les parents, vous avez dit, les enfants sont angoissés, mais les parents le sont encore plus. Quand j'entends Elisabeth Borne dire oui, il faut éviter que les parents aient peur. Mais les parents ont peur. Je pense qu'aujourd'hui, les parents ont peur qu'il arrive quelque chose à leur enfant dans ce laps de temps où il quitte le foyer et il arrive à l'école, ou l'inverse, ou quand il va faire quelque chose, une activité. Il y a toujours un moment où vous dites je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et à ce moment-là, quand on voit ce qui est arrivé à la petite Louise, je me mets dans la place. Je pense que ce fait divers est plus important que les autres parce que justement, il se situe dans un moment où elle a 11 ans. À 11 ans, les parents, justement, hésitent à se dire est-ce qu'elle peut y aller ? Et les enfants ont une volonté d'émancipation. Ils ont envie de sortir, ils ont envie de... Mais il faut cadrer tout ça. Et on est précisément, et beaucoup de gens qui ont eu des enfants, mais même d'autres, se souviennent de ces moments-là, se souviennent de cette responsabilité qu'ils ont, et responsabilité qui est aujourd'hui... mise à mal, je dirais, parce que la société, les agressions sont possibles. Elles peuvent arriver de partout, elles peuvent arriver par n'importe qui. Et en plus, on a une série de faits divers. Pratiquement tous les 2 jours, il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'adolescence, encore plus. Ce qui donne la définition d'un fait de société. Dans l'adolescence. Oui. Donc, on arrive progressivement et chaque âge est ciblé, en fait. Jusqu'à ce que... Voilà. Et c'est le signe vraiment d'une société qui est complètement... et qui ne tourne pas rond. Le maire se demande comment a été gérée. Elle n'a pas été gérée, tout simplement. Non, c'est un peu une forme de patate chaude. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, je le précisais tout à l'heure, à être mis en résidence surveillée ou à se retrouver dans des CRA, vous savez, les centres de rétention administrative, pendant 30 jours. Ensuite, c'est renouvelé. Et en fait, finalement, on n'arrive pas à expulser ces gens-là. Mais ce qui est quand même assez inquiétant par rapport à la présence de ce type d'individus, vous savez, il y a aussi des gens qui sont surveillés, qui ne sont pas forcément passés à l'acte, mais qu'on sait faisant partie de cette mouvance, c'est que d'autres moments dans notre histoire, après la Seconde Guerre mondiale par exemple, il y avait d'anciens nazis qui résidaient, on savait que mais l'idéologie, le nazisme n'existait plus. Là, le problème, et particulièrement avec un ancien de Daesh, c'est que l'idéologie, elle est toujours là. La menace est toujours là. Et que précisément les directives données par les gens de Daesh sont appliquées aujourd'hui par des gens qui passent à l'acte avec des couteaux. Tout ça, ça a été planifié par Daesh. Ça a été émis. L'idée,
c'est de répondre à l'appel. Donc quand quelqu'un passe à l'acte, il répond à l'appel émis par l'État islamique, par Abou Bakr al-Baghdadi à l'époque, même si ces gens-là ne sont plus là. Donc des gens comme ça restent des intermédiaires, et on le sait, pour sortir de cette idéologie, c'est extrêmement difficile. Je prenais tout à l'heure l'exemple du fils de Ben Laden, mais je veux revenir un petit peu dessus. Pourquoi Omar Ben Laden? Parce que il y a eu des reportages qui ont été faits sur lui. Il s'était mis à la peinture, vous l'avez dit. Il vivait tranquillement. Les gens dans le village l'appréciaient plutôt. Et tout à coup, on s'est aperçu, à la faveur d'un tweet, où il a fait l'apologie de son père, assumant totalement l'héritage. Et là, évidemment, ça a été le début de la fin. Et je crois que Bruno Retailleau a pris des mesures. C'était une des premières mesures qui a été prise par Bruno Retailleau, de l'expulser. Il n'était plus sur le territoire. Je crois qu'il réside à Dubaï aujourd'hui. Mais si vous voulez, ça montre tout le problème d'avoir été dans cette mouvance et de dire en être parti. Et puis, évidemment, il y a tout le volet judiciaire de qu'est-ce qu'on fait de ces individus, où on les met, par exemple, parce qu'en prison, ils contaminent aussi. D'accord. Là, on parle vraiment, c'est le frère d'un djihadiste. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. C'est un crachat à la figure de la France et de nos victimes. Est-ce qu'il n'y a pas, même dans les aéroports, des zones... Alors, les associations vont hurler, mais pardonne-moi, en attendant que quelqu'un, l'un de ces pays de naissance ou d'origine le prenne, mais il reste dans une zone de transit. Vous vous dites un Guantanamo, quoi. Non, ça n'existe pas. Ça existe ailleurs. Hein. Ça existe ailleurs. Guantanamo, oui. Guantanamo, pardonnez-moi, un aéroport en attendant. On détient quelqu'un sans qu'il passe devant un jugement, dans un territoire qui n'appartient pas, qui n'est pas le sol des États-Unis, mais qui appartient... juridiquement, c'est très intéressant. Voilà. C'est des sortes de limbes judiciaires dans lesquelles on regroupe ces individus pour qu'ils ne nuisent pas. Mais quelque part, ce que veut faire aussi Gérald Darmanin, là, cette fois-ci, avec les trafiquants de drogue, c'est les isoler complètement du reste de la société. Le temps que la prison à haute sécurité sera construite... mais là, une résidence surveillée, vous êtes pas isolé. Il a exécuté ses peines, donc il est assigné, en fait. Rassuré. Non, mais vous avez... Mais moi, je connais pas le dossier, mais ce que je ne comprends pas, je comprends vis-à-vis de l'Algérie, puisqu'on a des difficultés, mais avec le Maroc, on a de très bons rapports. Oui, mais moi, je comprends ces pays. Pourquoi le Maroc refuse-t-il... Mais pardonnez-moi, moi, je suis dirigeant marocain, ou même citoyenne marocaine, tunisienne, je suis en l'occurrence. Oui. Si je défends, pardonnez-moi, mais la souveraineté de mon pays, je préfère, et la protection de mon pays, je préfère qu'un ancien combattant Daesh ne revienne pas. Ah oui, mais c'est c'est la France de se faire respecter. Mais attendez, vous ne pouvez pas tenir ce raisonnement. Mais ils le tiennent, Georges. C'est un national, ils doivent le récupérer. Mais non, ils doivent au nom de quoi? C'est les conventions internationales, vous pouvez pas en faire un apatride. Quoi? Mais non, c'est ce qui est fait. Oui, mais c'est pas normal. Et ben voilà. Je pense que avec nos bonnes relations avec le Maroc, j'ai eu récemment au téléphone, j'ai eu un commissaire de police algérien et un Tunisien. J'ai eu au téléphone pour comprendre. Mais il dit mais comprenez-nous, on va pas reprendre tous ces énergumènes chez nous. Le droit international le prévoit. Et ben voilà. Et ben le droit international pour eux, c'est la sécurité de leurs citoyens qui prévaut. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Oui. Je pense que oui. Moi, j'aurais aimé que ce soit nous qui réfléchissions comme ça. Ben oui. Mais bon. Mais on n'a pas le cas. Avec les influenceurs algériens. On n'a pas beaucoup de cas de ce type, de ce genre. Ce que je trouve effarant, dans l'autre sens. Ah oui. Il m'a semblé lire sur le bandeau qu'il a été condamné à 9 ans de prison. Oui. Oui, tout à fait. 9 ans de prison pour crimes contre l'humanité, parce que Daesh a commis des crimes contre l'humanité. Je me suis amusé à chercher des choses. Haute trahison, intelligence avec l'ennemi, excusez-moi, 9 ans pour ça, ça s'appelle une peine de principe. Oui, mais le problème, comme dit Sonia, c'est-à-dire que les pays d'origine n'en veulent pas. Donc, que fait-on de cet individu ? Il doit rester en France. Puisqu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire sur le plan juridique. Mais nous avons un cas où nous avons des ressortissants français qui sont dans les camps, notamment le camp de Al-Hol au Kurdistan syrien, et que nous ne voulons pas reprendre, ou que nous reprenons au compte-gouttes avec des enfants. Donc cette problématique, elle existe aussi à l'inverse. C'est-à-dire que nous... Sauf que nous sommes avec des pays qui parfois, là, ont eu des changements de régime, c'est compliqué. Là, on est avec des États, avec des dirigeants. Le Kurdistan, a priori, est une zone La Syrie autonome. actuellement. Oui, la Syrie actuellement. Là, on pourrait dire... Non, mais le risque simplement pour la Syrie par rapport à ces personnes-là, c'est que les Kurdes soient
soit attaqué oui, et évidemment. qu'à la faveur des combats, ces individus retrouvent leur liberté et se retrouvent dans la nature. Ouais. Ça, c'est un vrai risque. Maintenant, beaucoup de pays ont repris leurs djihadistes qui étaient partis combattre dans la zone syro-irakienne au moment où Daesh a été défait. Beaucoup de pays ont fait cet effort-là. La France ne l'a pas fait, en tout cas pas complètement. Elle a repris un certain nombre notamment des femmes et des enfants. C'est vrai que quand on est bébé sous Daesh, voilà. Je suis tellement d'accord avec vous, mais je me souviendrai toujours de cette phrase de François Molins, qui avait dit, c'est terrible, mais c'est lui qui l'avait dit, c'était l'ancien juge antiterroriste, que les enfants sont des bombes à retardement. Certains, oui, à partir de... Non, mais c'est voilà, lui spécialiste du sujet, c'est pas moi. Le problème, il existe déjà. Voilà.